L'Église évangélique et presbytérienne du Togo remobilise ses fidèles. Après un an d'activité, les fidèles sont appelés à l'issue de ce 113e synode à mettre leur talent au service de l'Église et de l'État. Le Premier ministre a marqué de sa présence ce culte synodal. Vous découvrirez dans cette édition la nouvelle approche entrepreneuriale. Elle a pour dénomination l'entrepreneuriat coopératif. Il s'agit d'une économie démocratique qui favorise des actions solidaires avec une particularité, l'autonomie de chaque acteur. Et puis, à 39 ans, il devient le nouveau président de la France. Emmanuel Macron du mouvement En Marche remporte le scrutin présidentiel avec 65,1% des voix. Le président de la République, Faure Essozes-Magnassingbé, adresse ses félicitations au président élu. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition de 20h. Une édition que nous ouvrons avec ce message de félicitations du chef de l'État, Faure Essozes-Magnassingbé. Message adressé au président élu de la France, Emmanuel Macron. Le message est ainsi libellé. Monsieur le président élu, au moment où le peuple français vous porte à la magistrature suprême, je tiens à vous adresser au nom du peuple togolais et de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations pour cette victoire qui récompense votre vision pour la grande nation française. En cette heureuse occasion, je vous formule mes vœux ardents de santé et de succès dans l'accomplissement de vos futures charges au service d'une France forte et engagée sans cesse en faveur de la paix et de la prospérité dans le monde. Saluons les excellents liens d'amitié traditionnelle et de coopération qui unissent le Togo et la France. Je voudrais également exprimer mon vif souhait de travailler avec vous au renforcement du partenariat qui est du tout temps au cœur des relations franco-togolaises. Vous renouvelant mes ardents vœux, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président élu, l'expression de ma très haute considération. Faure Essozes-Magnassingbé, président de la République togolaise. C'est une session annuelle des églises évangéliques et presbytériennes du Togo, une session appelée à remobiliser les fidèles après donc un an d'activité, et à l'issue de ce 113e synode, les fidèles ont reçu des recommandations qui portent entre autres sur la nécessité de mettre leur talent au service de l'État et de l'Église. Le Premier ministre commis, c'est l'homme Classou, a marqué de sa présence ce culte synodal. Écoutez ça là, Pierre Soussou. C'est un grand jour pour les fidèles croyants de l'Église évangélique presbytérienne du Togo. À la paroisse de Nikonakwe, ils sont venus inaugurer le 73e synode de leur église. À ce culte synodal, un invité à la première loge, comme Selom Classou, Premier ministre, chef du gouvernement togolais. L'instant était à la prière, à l'action de grâce, mais aussi au rappel des grands moments ayant marqué cette assemblée des ministres du culte protestant. Des grandes décisions
et recommandations y sont issues. L'Église peut repartir sur de nouvelles bases. Il faudra que les gens travaillent dans les normes de l'Église. Par exemple, la création anarchique des écoles et des collèges, que ça soit soumise à une entité qui va l'étudier avant de laisser les individus ou bien de laisser les paroisses créer leurs écoles. Voilà l'une des décisions. D'autres décisions, c'est mobiliser tous les fidèles afin que chacun puisse développer son talent, le mettre au service de l'Église et de l'État. Donc quand on chemine pendant un an, on fait une évaluation, un compte rendu, on voit les pour, les contre, là où on a tombé, là où on s'est relevé, ce qu'il faut améliorer. Donc nous pensons que les décisions ou bien les discussions issues du synode apporteront toujours un plus à l'évolution de l'Église. Et comme pour marquer d'un saut ce moment solennel, 24 nouveaux hommes de Dieu, pasteurs de divers districts, ont été consacrés. Ils auront à déterrer leur talent et les fructifier au service du peuple de Dieu à la lumière des intentions premières de ce synode. Je suis très émue. C'est toute une grâce. Je remercie mon Dieu. Dieu nous a appelés à être ambassadeurs. Ambassadeurs pour Christ, pour prêcher et sauver les âmes. Donc, nous nous confions au Saint-Esprit et qui va nous aider, nous soutenir et nous guider dans le ministère. C'est le moment de fructifier nos talents dans l'Église. Étant nouveau ouvrier consacré, moi aussi je vais mettre mes efforts pour fructifier mes talents dans l'Église. Et je sais que l'Esprit Saint va m'aider. Engagement pris devant Dieu et devant les hommes. Et quand les portes du synode se ferment, l'Église repart donc en mission pour conquérir de nouvelles âmes à celui-là que tous appellent ici Sauveur de l'humanité. Parvenir à réaliser une véritable inclusion économique et sociale, l'État togolais s'est engagé dans cette démarche à travers toute une série de projets et programmes qui, aujourd'hui, ont permis à des bénéficiaires de sortir de la précarité. L'enjeu est de partager cette prospérité retrouvée avec d'autres couches vulnérables, ce qui ne va pas sans difficulté. Et c'est dans ce contexte qu'il faut placer cette visite sur le terrain de la ministre en charge du développement à la base. L'étape de ce côté avec Edem Souchouko. Akoma 3, Résoudé, soutenu par son père, dirige maintenant sa société de location des matériels de construction. Franchement, j'ai eu beaucoup de bénéfices concernant le faillage. C'était mon idée quand j'ai fini les études. Je me débrouillais seul. Mais quand, vu les annonces lors des journaux, j'ai vu que le faillage est là pour nous aider. Je me suis dirigé vers eux et j'ai pris le financement. C'est à base de ça j'ai ajouté à faire ce moule-là. On est un peu nombreux, mais ce qui fait que les gens viennent ici, c'est par rapport au prix que j'ai rabaissé. C'est ça qui attire le clientèle vers moi. Nous, les vieux qui sont mal à la maison, sans rien faire, bon,
Je crois que s'ils trouvent leur manger et qu'ils ne nous dérangent pas, nous sommes beaucoup plus libres et à l'aise. Et très bien, parce que moi-même, je n'avais pas la possibilité de l'aider comme il se doit. Bon, donc, quand il a eu l'idée, il me l'a souligné. J'ai été très fier et je l'ai encouragé. Pour Maurice Mangamana et Esso Difezi Yerima, le handicap physique n'est pas une fatalité. Grâce au fonds du Pradeb, les deux, respectivement couturiers et cordonniers habitat, gagnent leur vie. Moi, personnellement, j'ai aimé mon métier. C'est-à-dire que j'étais aussi orphelin de père et mère avant d'apprendre ce métier. Je me suis dit, malgré que je suis handicapé, je peux quand même travailler et valoriser aussi mon état. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, je suis en train de mener une contribution au niveau de l'État en mettant ces enfants-là en apprenant ça, en diminuant aussi le prix du contrat. Sinon, le métier, la couture, j'ai aimé ça parfaitement. Et mon travail spécial, c'est la veste. J'aime faire ça. Et je travaille aussi dans des autres choses. C'est vraiment une très belle initiative, Pradeb. Vraiment, on manque de mots pour vous remercier, surtout Madame la ministre. Prenez, c'est-à-dire, souffrez que je vous présente vraiment nos sincères remerciements. Je souhaiterais que ce programme continue pour qu'on puisse aller de l'avant, on puisse atteindre nos objectifs. Pourquoi pas, pour que ça puisse atteindre aussi ceux qui sont en train de se faire former à notre niveau. Yovogan Kodjogan a de son côté créé un centre de vente de matériel de construction en électricité. Dans son centre Nouvelle Vision pour le développement artisanal, il forme des jeunes en maçonnerie et en électricité. 42 étudiants sont en formation ici. Voilà l'une des ambitions des mécanismes d'appui aux jeunes mis en place par le gouvernement. Ces jeunes nous ont démontré que malgré le handicap qu'ils portent, ils peuvent s'occuper, ils peuvent travailler comme il faut et gagner leur vie. Une chose également qui nous a marqué, c'est la solidarité dont ces jeunes font preuve. Vous avez par exemple des jeunes qui vivent avec un handicap, qui non seulement ont bénéficié des dispositifs FAEJ et Pradeb, mais qui ont pensé aux autres jeunes plus démunis ou des jeunes des gens qui sont des orphelins, qui ont besoin également d'être soutenus. Donc c'est des jeunes qui nous donnent l'exemple de la solidarité et qui nous a impressionnés. Alors, de manière générale, dans toutes les préfectures où je suis allée, je trouvais des jeunes qui sont assez déterminés à sortir de la précarité, à se trouver de l'emploi, à créer de l'emploi pour d'autres jeunes qui sont confrontés à des problèmes, qui sont inhérents à toutes les activités. C'est des débuts difficiles, ils ont essayé de les surmonter, mais c'est surtout aussi des problèmes de marché qu'ils ont posés. Donc la balle est lancée au niveau des différents ministères, départements ministériels. On travaille ensemble pour pouvoir aider ces jeunes, les accompagner sur les questions de débouchés, de marché, etc. De toute façon, nous sommes convaincus d'une chose, avec ces jeunes, on peut faire beaucoup de choses dans notre pays avec l'auto-emploi, avec l'autonomisation. Au total, 4 préfectures ont été visitées par la ministre en charge du développement à la base. Et aux jeunes, elle a surtout appelé au sérieux pour que leur entreprise puisse prospérer. Ces différents mécanismes élaborés et mis en place par le gouvernement font apparaître
un nouvel élan dans la chaîne de production. Il s'agit de l'entrepreneuriat coopératif qui permet aux jeunes de participer au renforcement d'une économie démocratique favorisant des actions solidaires. Mais ici, la particularité, c'est le respect de l'autonomie de chacun. Antoine Thomas Vovo. Le chômage est devenu un problème préoccupant pour les pouvoirs publics en Afrique. Pour pallier cette situation, d'importantes mesures ont été mises en place pour accompagner les jeunes. La promotion de l'entrepreneuriat est une alternative au chômage, certes, mais il est question aujourd'hui de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat coopératif. Cette nouvelle approche permettra aux jeunes de participer au renforcement d'une économie démocratique, favorisant la synergie solidaire et les coopérations, tout en respectant l'autonomie de chacun. Avec la révolution industrielle, il y avait beaucoup de questions qui n'étaient pas résolues, en particulier la participation de la société civile, de tous ceux qui ont un talent mais qui n'ont pas un capital, de tous ceux qui mettent beaucoup plus d'importance sur la liberté, l'association, la mise en commun des ressources. Et donc c'est à partir de cela que le modèle coopératif s'est développé pour de quelque manière corriger les erreurs du modèle capitaliste et donc de la société de capital. Et donc l'entrepreneuriat coopératif, donc c'est cela. C'est l'exercice de l'activité d'entreprise sous la forme d'une société de personnes, d'une société coopérative. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes entrepreneurs évoluant dans les mêmes secteurs d'activité expérimentent ce dispositif collectif et y trouvent des avantages formidables. C'est l'exemple de ce jeune entrepreneur qui évolue dans la production et l'exportation du soja. Ma société encadre 439 coopératives agricoles. Nous encadrons des coopératives agricoles pour la production du soja bio-certifié. L'organisation de ces coopératives nous permet de mieux diffuser les formations à l'endroit de ces coopératives, de mieux les organiser, de signer des contrats et des conventions de partenariat entre nous et les producteurs afin de pouvoir acheter les produits de bonne qualité et aussi ces organisations permettent aussi de mieux les organiser en fait et d'organiser les achats jusqu'à la livraison et le paiement de ces coopératives. Je me réjouis vraiment des activités puisque le nombre de producteurs augmente de jour en jour. Les coopératives se créent, les agents sont motivés sur le terrain et les activités vont en bon train. Grâce à l'appui de FAEJ, tout ça est possible. Pour pérenniser ces mécanismes mis en place par le gouvernement, il faudra soutenir les jeunes entrepreneurs à travers un entrepreneuriat coopératif, démocratique, inclusif et durable. Ceci pour une meilleure visibilité des produits made in Togo. Et l'atteinte d'un bon rendement à la mesure de l'investissement appelle aussi à une autre démarche. Et la démarche choisie par la nouvelle société cotonnière du Togo, c'est bien la remobilisation des cotonculteurs. Il s'agit d'une mesure incitative pour accroître la production dans ce secteur. Nestor Mouzou. La campagne cotonnière 2016-2017 a donné au plan national sur 133 000 hectares d'emblavure une production de 107 000 tonnes. Pour la saison 2017-2018, la vision de la nouvelle société cotonnière du Togo va bien au-delà. La NSCT table sur une emblavure de 160 000 hectares pour 160 000 tonnes de coton graines.
Le directeur général de la NSCT a entrepris une tournée de remobilisation à travers le pays pour le signifier aux producteurs. Après la région des Savanes, il a sillonné les préfectures de la région de la Kara. Cette campagne 2017-2018 s'inscrit dans un accroissement des superficies à 160 000 hectares et de la production donc à 160 000 tonnes pour un rendement d'1 tonne à l'hectare. Ceci pour amorcer le cap vers les 200 000 tonnes au plan national d'ici 2022. Pour ce faire, nous avons tenu à rassurer les producteurs que tous les changements intervenus au cours de cette campagne de collecte, à savoir la collecte à temps et la paie rapide, tous ces changements vont se poursuivre et s'intensifier. Nous les avons rassurés que nous prendrons toutes les dispositions pour que l'une de leurs préoccupations, qui reste la mise en place à temps des intrants, dans leur quantité et dans leur qualité, soit une réalité. Le directeur général de la NSCT a aussi donné l'assurance aux producteurs qu'au regard de la situation des cours mondiaux, il est attendu une amélioration du prix plancher. Il les a exhortés à respecter les itinéraires techniques pour améliorer la productivité. Beaucoup d'autres bonnes nouvelles ont été annoncées et les producteurs se frottent les mains. À l'achat, quand on achetait là, on ne payait pas rapidement. Maintenant, quand on achète en moins de 2 semaines, on paye les producteurs et tout le monde est satisfait. J'ai retenu que nous allons avoir un retour de 10 francs sur chaque kilo qu'on vient de vendre. Bon, j'ai encore retenu que les intrants, ils sont en train de voir, peut-être ils ne vont plus augmenter le prix des intrants. Et cette campagne serait un concours pour nous, les producteurs. Et les meilleurs auront doté de prix. Prochainement, le kilo est à 240 francs. Nous allons alors vers l'évolution. Nous le félicitons pour l'initiative qu'il a prise. Le coton est une culture stratégique pour le Togo. Il est sa première culture de rente et occupe la 4e place de ses produits d'exportation. Accroître la production, c'est aussi mettre à la disposition des acteurs du matériel. La délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi, région centrale, a remis des tracteurs aux membres de 4 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP de Colina dans la préfecture de Tchaoudjor. La remarque Bodjouna. Les membres de la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP de Colina n'ont plus de soucis pour cultiver leurs parcelles. Un tracteur flambant neuf leur a été remis par la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi pour accroître leur production. Nous remercions les autorités qui ont pensé à ce projet, les autorités qui ont pensé à nous, et ça nous permettra, nous, en quelque sorte, ici à Colina, et puis partant dans toute la préfecture et dans la région, d'agrandir nos surfaces cultivables. C'est grâce à la mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs MUAP, mise en place par la DOSI, que l'acquisition de ce matériel a été possible pour soulager les producteurs. Le chef de l'État, en commandant ces tracteurs pour mettre à la disposition des agriculteurs, c'est pour les aider à sortir de la précarité progressivement et à intégrer le formel. Parce que tous les agriculteurs sont dans l'informel. Donc à bas de ces tracteurs déjà, il y a 5 personnes qui bénéficient de la couverture sanitaire. Donc déjà, c'est un canot pour les drainer dans le formel. Au total, 4 tracteurs ont été achetés par la DOSI
pour la région centrale. Les 3 autres seront remis à Tchamba, Soutoubois et Blita. Un axe prioritaire dans l'action du gouvernement, c'est bien la réhabilitation des infrastructures routières. Des pistes rurales ont été réalisées grâce à un système innovant et écologique, un système qui fait de ces pistes des infrastructures durables. Allons à leur découverte avec Rachel Aoukou. Nous sommes sur la rue de l'entrée sud de l'état-major des forces armées togolaises à Agoué. Au lendemain d'une pluie, pas une seule trace d'eau ni de boue. Même constat sur le tronçon Agoué-Assié, mission Torvé. Les voies ont été réhabilitées pour la première fois à base du Topsil, une substance bio qui révolutionne aujourd'hui le secteur des infrastructures routières. Avant, l'état de la route était déplorable. La poussière nous dérangeait beaucoup, mais aujourd'hui, c'est mieux. La route est bonne et nos affaires marchent bien. J'ai trop souffert de cette route. Voilà, ici, je peux vendre quelque chose pour compléter. Mais comme il y a trop de poussière, je ne peux rien. Même mes pagnes, les pagnes des gens aussi, avec les poussières, des fois, je n'arrive pas. Donc, j'apprécie beaucoup celui qui a fait ce programme-là. C'est comme une amie du goudron sur cette route. Puisque si on arrive là-bas, là, devant, ce n'était pas comme ça, c'est rien que la boue et autres. Ici, là, c'est bien lisse et avantageux. Les voies ont une durée de vie de 7 ans avec 1 an de suivi. Les travaux ont été réalisés sur fonds propres par le groupe Itineris Africa qui compte apporter sa contribution à la politique des grands travaux entreprise par l'État togolais. Le Togo s'est déjà engagé même dans la politique de grands travaux. Son indice de réhabilitation des terres et des routes est passé de 5% à plus de 25% depuis 2010 jusqu'à ce jour. Itineris Africa se propose de mettre à contribution l'utilisation du Topsil dans l'entretien d'abord des grands ouvrages, puis dans la stabilisation des routes en terre non traitées par d'autres produits et des pistes rurales, ce qui permettra d'engendrer des bénéfices énormes. Lorsqu'on n'est pas prêt pour investir dans la construction ou bien le bitumage des voies, il y a lieu, sinon on préconiserait d'utiliser du Topsil qui offre les mêmes conditions, les mêmes techniques de mise en œuvre et qui sont beaucoup plus profitables parce qu'il s'agit là d'un produit écologique, donc qui s'intègre parfaitement au développement durable. Ces réalisations constituent la phase expérimentale du projet qui va s'étendre sur l'ensemble du pays. Les voies à base du Topsil font déjà leur preuve dans plusieurs pays d'Afrique. L'ambition du groupe Itineris Africa est de construire des routes qui répondent aux exigences environnementales. Des poubelles sont également placées sur le long de ces routes afin de les maintenir propres. Présidentielle en France, Emmanuel Macron est le nouveau président de la République française. À 39 ans, il devient le plus jeune président de la France. Macron a remporté le second tour avec, selon les estimations, 65,1% des voix. Face à lui, Marine Le Pen a rassemblé 34,9% des suffrages. Le président de la République, Faure Essozmane Assingbe, vient donc d'adresser un message de félicitations au président élu de la France. Une page de l'histoire au Togo avec la localité de Bina Parba à Bassar qui a perdu le 3 mai 1897 près de 80 de ses fils et filles. C'était sur la place du marché. Un malentendu entre une troupe allemande et la population a entraîné des actes de violence avec à la clé des morts.
120 ans après, les peuples bassards et albans ont commémoré ce triste événement. Une stèle a été érigée en souvenir des martyrs. Le ministre Nissao Nyonfam a représenté le chef de l'État, Nestor Mouzou Réci. Binaparba, un des villages martyrs de la colonisation allemande au Togo. L'histoire se rappelle que le 3 mai 1897, une tragédie est survenue dans cette localité de Bassar. À cause d'un malentendu sur la place du marché, il s'en est suivi une altercation entre la population de Binaparba et une troupe militaire allemande que dirigeait le docteur Gruner. Un des hommes de ce dernier a été blessé. Irrité, il donna l'ordre de tirer. Le bilan est lourd, 79 morts et 20 blessés. C'est un événement douloureux, certes, mais si la population a voulu commémorer ce drame 120 ans après, c'est qu'elle a tenu compte de deux raisons. Le premier argument, c'est celui de matérialiser une mémoire partagée entre fils de Binaparba et Allemands, afin non seulement de s'acquitter d'un devoir de mémoire vis-à-vis des martyrs, mais aussi de rendre les contemporains sensibles au passé. En second lieu, cette commémoration de souvenirs constitue un point de départ des relations d'amitié et de coopération entre l'Allemagne et Binaparba. Binaparba qui vient de se doter d'un plan de développement qui a ciblé des projets dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement, de l'agriculture et dans le domaine socio-culturel. Aller au-delà du souvenir, l'idée enchante aussi l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. À cette génération jeune, laissez-moi le dire avec les mots du poète allemand Johann Wolfgang von Goethe. Ce que vous avez hérité de vos pères, acquériez-le pour vraiment en être le maître. Écoutez, réfléchissez et discutez du passé de votre village pour mieux savoir comment vous pouvez avancer vers le futur. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, l'Allemagne a aussi dû réfléchir son passé après les événements atroces de notre passé. Nous avons essayé de trouver notre place en Europe et au monde. Ma génération des Allemands est la première en plusieurs générations de ne pas marcher contre nos voisins. Maintenir la paix, c'est notre obligation, notre responsabilité, et j'espère que la génération de mes enfants va continuer dans ce sens. Rendre hommage aux martyrs et raffermir la coopération entre les nations allemandes et togolaises, le ministre en charge des infrastructures, des transports, fils du milieu et représentant du président de la République s'est également placé dans ce sillage. Bassar, à travers Binaparba, est fier de ses dignes fils et se trouve résolument tourné vers une Allemagne nouvelle, avec laquelle il traduit dans les faits la volonté de réaliser des projets de développement économique, social, culturel de la localité. Cette démarche s'inscrit dans la politique de développement du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimina Gnassingbé, dans sa vision de développement pour notre pays. En effet, sa visite au cours de l'année dernière, suivie de l'organisation à Lomé du printemps de la coopération germano-togolaise au début du mois d'avril 2017, en est une preuve tangible de la volonté du président de la République à œuvrer pour le raffermissement des relations de coopération entre le Togo et l'Allemagne. L'historien, le chercheur ou le touriste qui arrivera désormais à Binaparba pourra étancher sa soif. L'histoire de Binaparba n'est plus comme une fiction. Une stèle a été construite au cœur du lieu de l'événement du 3 mai 1897.
La promotion des danses traditionnelles, c'est à travers le festival d'Ounono Agou 2017. Ce festival vient d'être lancé par le groupe Nana Média Culture. Un lancement qui a eu lieu dans la préfecture des Lacs en présence du ministre de la Culture, Guy Madjé Lorenzo. Des précisions avec Gérard Lagoudou. Le Togo regorge d'une multitude d'expressions culturelles indispensables au développement. Ne pas promouvoir ces richesses identitaires serait un recul du pays dans le classement mondial des valeurs culturelles des peuples. Pour apporter sa touche à l'édification de la nation, le groupe Nana Média Culture tient chaque année le Festival international de concours de danse folklorique d'Ounono. Cette 8e édition est placée sous le thème « Stop à l'incivisme, notre santé en dépend ». Premièrement, nous avons remarqué que l'incivisme prend de l'ampleur et donc nous avons choisi un thème qui nous permet de nous sensibiliser les uns les autres, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Le deuxième aspect, c'est que nous avons voulu également faire la promotion des sites touristiques du Togo. Occasion offerte au ministre de la Culture et de la Formation civique de relever ici l'importance de cette initiative et de souligner l'accompagnement que le gouvernement togolais compte apporter aux promoteurs de ce secteur. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État qui vous envoie ces chaleureuse et fraternelle salutation ce matin, ainsi que Monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont voulu que la culture soit aujourd'hui au centre du développement, d'un développement durable. Ce développement durable ne peut se faire que si nous avons envie de vivre ensemble, si nous avons envie de faire des choses ensemble. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je voudrais dire que d'Ounono, une semaine après le FESNAD, est une bonne manifestation. L'État fait ce qu'il doit faire, mais l'initiative privée doit aussi prendre toute sa part dans le développement économique et culturel. Et ça aussi, nous veillerons à toujours promouvoir les initiatives privées comme celle-ci. Autre sujet évoqué ici par le ministre Guy Madjé Lorenzo, l'impérieuse nécessité pour le gouvernement togolais de rénover la maison des esclaves. Un patrimoine national, site de la traite négrière à Godrafort dans la préfecture des Lacs au Togo. Des prix ont été décernés aux troupes participantes à cette première journée du festival d'Ounono Agou 2017 dans les Lacs. La phase régionale du festival prend fin le 12 mai prochain à Palimé dans les plateaux et la phase nationale apothéose est prévue le 13 mai dans la préfecture d'Agou. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre présence.